Une femme est abattue en sortant d'une église. L'enquête dévoile des secrets inavouables. Deux femmes qui couchaient ensemble, de la corruption et pour finir, un meurtre. Un triangle amoureux désigne un criminel, mais les preuves matérielles racontent une toute autre histoire. Un corps méconnaissable, une police d'assurance de 3,5 millions d'euros. S'agit-il d'un crime, d'un suicide ou d'une supercherie? Les enquêteurs suivent la piste financière pour trouver des indices. Mais au final, seule la science fournira les bonnes réponses. Bonjour, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Certains d'entre nous croient naïvement que la vie de leurs proches ne fait pas mystère, que leurs faits et gestes leur sont intimement connus et que rien venant de leur part ne pourrait les surprendre. Ils se trompent parfois, car des vérités incroyables peuvent se cacher sous une accumulation de mensonges et des secrets inavouables les frapper de plein fouet. C'est une nuit froide d'octobre à Poughkeepsie, dans l'État de New York. Jeff Fassett, un policier local, regarde la télévision avec ses deux fils. Sa femme Suzanne se trouve à la chorale de l'église. Ma mère s'impliquait beaucoup dans la vie de l'église. Elle avait toujours adoré ça, elle faisait partie de la chorale depuis toujours. Vers 19h30, Jeff Fassett annonce à ses fils qu'il se rend en ville jusqu'au commissariat. Il est sorti pour se rendre en ville et récupérer sa paye à 5 km de chez lui. Vers 20h30 à Pleasant Valley, après la répétition de la chorale de l'église méthodiste, Suzanne regagne sa voiture. Des coups de feu retentissent. Les gens ont couru vers la voiture et ont trouvé Suzanne morte. Les témoins voient une voiture de couleur claire s'éloigner à toute vitesse. Personne n'avait vu le conducteur ni combien il y avait de passagers dans la voiture. À la recherche de suspects, la police s'intéresse immédiatement à Jeff, le mari de Suzanne. Ils ont appris que Jeff Fassett n'était pas chez lui au moment où sa femme a été tuée. De plus, des rumeurs circulent dans la police. Jeff et Suzanne auraient des problèmes de couple. On pensait qu'il pouvait avoir fait le coup. Jeff rentre chez lui. Peu de temps après, des voitures de police convergent vers son domicile. Il a vu les policiers de l'autre côté de la rue le regarder. Alors il s'est mis à les regarder aussi. Les policiers avaient des fusils. On aurait dit qu'ils étaient prêts à encercler la maison pour la prendre d'assaut. Jeff veut connaître la cause de toute cette agitation. Il a passé plusieurs coups de fil à son commissariat et à la police d'État. C'est Fassett, il y a un bataillon de voitures de police devant chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Mais personne n'a été franc avec lui. Jason avait appelé l'église et appris que sa mère avait été tuée. C'est la seule information dont il disposait. Papa, maman a été tuée. Jeff éteint toutes les lumières de sa maison. Il donnait l'impression de se barricader à l'intérieur. Je me souviens être resté assis dans l'obscurité pendant un temps qui m'a paru interminable. Les policiers ne savaient pas ce qu'allait faire Jeff. S'il avait tué sa femme, son fils pouvait très bien être le suivant sur la liste avant qu'il ne se suicide. 2 heures passent dans une atmosphère extrêmement tendue, avant que Jeff et son fils sortent de la maison. Ils sont sortis avec les mains sur la tête. Ils ont été menottés et allongés par terre comme de vulgaires criminels. Moi, je voulais savoir ce qui était arrivé à ma mère. À ce moment-là, tout ce que je savais, c'est qu'on lui avait tiré dessus. Et tout à coup, mon père et moi, on était en état d'arrestation. Il y avait des cris, des pleurs. Mais Jason doit envisager le pire. Je me souviens m'être demandé si tout ça était bien réel. S'il me faudrait vraiment admettre que mon père avait tué ma mère. Suzanne Fassett semble avoir été abattue par un professionnel. Apparemment, le tueur a guetté sa victime et prévu sa fuite.
J'en ai vu des meurtres audacieux au cours de ma carrière, mais jamais aussi osé que celui-là. Tous les effets personnels de Suzanne étaient dans sa voiture, donc il ne s'agissait pas d'un vol. Le mari de Suzanne travaille depuis 24 ans dans la police de Poughkeepsie. Il nie toute implication dans le meurtre de sa femme, mais il n'a pas d'alibi. On ignorait où il se trouvait quand le meurtre a eu lieu. Jeff Fassett, le policier expérimenté, a-t-il tué sa femme? Toutes les apparences jouent contre lui. Fassett a quitté son domicile pendant que son épouse se rendait à l'église. Il n'a rien dérobé dans sa voiture. Le meurtre semble avoir été exécuté par un professionnel. Sa voiture ressemble à celle que des témoins ont vue prendre la fuite. Et lorsque ses collègues encerclent sa maison, il éteint les lumières et se terre pendant 2 heures dans l'ombre avant de se livrer. On a consulté son dossier, mais il n'avait rien du tout à se reprocher. Il n'y avait rien là-dedans qui indiquait qu'il pouvait devenir violent. Jeff pense savoir qui est l'auteur du crime. Il m'a même dit « Brûlez-moi avec des lampes, frappez-moi avec des tuyaux en caoutchouc, je me fiche de ce que vous pouvez me faire. Mais quand vous en aurez fini avec moi, allez voir Fred Andros, il est derrière tout ça. » Fred Andros est le responsable du service de gestion des eaux de la ville. C'est un homme qui a une très mauvaise réputation. On nous a dit tout de suite que c'était une ordure. Fred Andros était un homme égocentrique, un type mauvais, une vraie pourriture. Apparemment, Fred Andros et Suzanne Fassett se sont rencontrés un jour en ville et ils ont commencé à avoir une liaison. Un mois plus tôt, Jeff a appris que sa femme et Fred Andros étaient amants et cela durait depuis 3 ans. Jeff a mis le téléphone de leur domicile sur écoute. Il a découvert que Suzanne appelait Fred Andros et que ce dernier lui téléphonait également chez eux. Quand Jeff décide d'en parler à sa femme, elle promet de mettre un terme à cette relation. On sentait que quelque chose n'allait pas et puis un jour, ils nous ont dit qu'ils allaient régler leurs problèmes, que tout rentrerait dans l'ordre. La police se demande si Fred Andros a pu s'emporter au point de la tuer lorsque Suzanne a voulu mettre fin à leur liaison. Mais il a un très bon alibi pour la nuit du meurtre. Fred et son épouse recevaient des amis à dîner. L'alibi de Fred, à savoir qu'il dînait chez lui avec des amis, a été corroboré par l'un des invités, un officier de police, et par sa femme. Donc il était bien chez lui. Il n'était pas sur la scène de crime. Fred Andros était abattu et bouleversé. Il voulait savoir ce qui s'était passé. Parfois il disait « Mais qui a bien pu faire une chose pareille ?» Il tenait beaucoup à elle. Le médecin légiste récupère 5 balles dans le corps de Suzanne. On recherchait une arme de calibre 45, un lama ou un Ruger. Fred Andros n'avait pas d'arme de calibre 45 enregistrée à son nom. Et il ne possédait pas de véhicule ressemblant à la voiture qui s'était enfuie de la scène de crime. Le mari de Suzanne, Jeff, ne possède pas non plus d'arme de calibre 45. Mais le médecin légiste trouve une preuve supplémentaire. Suzanne a eu un rapport sexuel dans les 48 heures qui ont précédé sa mort. Quand on a interrogé Jeff à ce sujet, il n'était pas au courant. Ils ont fait des tests ADN sur le liquide séminal retrouvé et ça ne correspondait pas au profil de Jeff. La police interroge ensuite Fred Andros, qui nie avoir eu ce genre de relation avec Suzanne avant sa mort. Sa réponse a été « On ne le faisait pas. On n'avait pas de relation sexuelle. Je l'ai certainement pas fait avant qu'elle meure parce qu'on l'a jamais fait. Et même si j'avais voulu, je n'aurais pas pu. » Fred Andros explique pourquoi il est incapable d'avoir des relations sexuelles. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas avoir de relations sexuelles à cause de son traitement médical. Il a dit qu'il était impuissant, mais ce que nous avaient raconté les nombreuses prostituées qu'on avait interrogées contredisait sa version, il nous baratinait. Il ramassait des prostituées tous les jours. Sa femme m'a confirmé qu'elle ne couchait pas avec son mari, mais il voyait des prostituées très régulièrement. De plus, Fred Andros refuse de donner un échantillon d'ADN à la police. Ils n'avaient aucune raison légale de forcer Fred Andros à fournir son ADN. Il leur fallait des preuves et ils n'en avaient aucune.
On voulait un ordre de la Cour. Il aurait quand même fallu préciser au juge qu'Andros avait un alibi et qu'il n'avait pas le type d'arme ni la voiture recherchée. Il y avait de quoi ébranler les convictions sur sa culpabilité. Le mystère s'épaissit et l'enquête piétine. Fred Andros possède un solide alibi. Le soir du meurtre, il dînait en compagnie d'amis dont l'un était un officier de police. Il affirme par ailleurs être impuissant, ce que contredit sa fréquentation assidue des prostituées de la ville et son refus catégorique de donner un échantillon de son ADN. Comme Jeff Fassett avoue n'avoir pas eu non plus de relation sexuelle avec sa femme 48 heures avant sa mort, les enquêteurs doivent envisager qu'un troisième homme soit impliqué. L'autopsie de Suzanne Fassett révèle qu'elle a eu des rapports sexuels 2 jours avant d'être assassinée. L'ADN retrouvé sur elle ne correspond pas à celui de son mari, Jeff Fassett. Alors de qui s'agit-il? Son ancien amant, Fred Andros, refuse de faire un test ADN. On savait que ce n'était pas Jeff et on pensait que ça devait être Fred. Parce qu'on ne trouvait personne d'autre dans la vie de Suzanne avec qui elle aurait pu avoir une aventure et qu'elle aurait pu voir 2 jours avant sa mort. L'inspecteur Art Boyko décide de tendre un piège à Fred Andros. Je lui ai dit que j'amènerais à déjeuner et il a accepté avec enthousiasme. J'ai apporté des hamburgers, des frites et une boisson. Dès qu'il est monté dans la voiture, je lui ai dit « Tenez Fred, votre déjeuner, votre boisson, voilà votre hamburger et vos frites. » Mais Andros dit qu'il n'a pas faim et il ne touche à rien. Il était midi, c'était l'heure du déjeuner. Le soleil cognait sur les vitres de la voiture et il portait une veste en flanelle. J'ai monté la température dans la voiture en espérant le faire transpirer. Il fait de plus en plus chaud, mais le suspect refuse quand même de toucher à sa boisson. J'ai encore plus monté la température dans la voiture et il a fini par prendre la boisson. Et quand il a bu sa première gorgée, j'ai su que j'avais ce que je voulais. C'est comme ça que Fred lui a donné son ADN. Les analyses confirment que l'ADN de Fred Andros correspond à celui qui a été prélevé lors de l'autopsie de Suzanne. Dans les 2 jours précédant sa mort, ils avaient eu un rapport sexuel. Il avait dit ne pas l'avoir vu depuis 1 mois. C'était un mensonge de taille. La correspondance ADN, ça a été comme une vraie bombe pour nous. Fred nous a délibérément menti et on voulait découvrir pourquoi. Face aux preuves scientifiques, le suspect n'a pas d'autre choix que d'admettre qu'il a menti. Mais il dit qu'il l'a fait pour protéger le tueur. Pendant son interrogatoire, à un moment, il nous a dit que Dawn Silvernell était peut-être celle qui avait commis le meurtre. Dawn Silvernell, 50 ans, est fonctionnaire et elle n'a pas de casier judiciaire. Elle est mariée et a un fils adulte. C'est une femme modèle. Elle était allée à l'université, elle travaillait avec des personnes handicapées. Elle avait une très bonne réputation et n'avait jamais eu de problème. Franchement, je me suis dit que ça n'avait aucun sens. Ça recommençait. Il fallait qu'on aille interroger une pauvre femme qui un jour avait eu le malheur de rencontrer Fred Andros et on devrait lui demander « Au fait, est-ce que vous avez tué Suzanne Fassett ?» Et elle nous regarderait comme si on était complètement cinglés. Et je ne lui en voudrais pas d'aller se plaindre après ça. Fred Andros explique à la police qu'il avait une liaison avec Dawn Silvernell et Suzanne Fassett en même temps. En fait, ils ont même eu plusieurs rapports sexuels tous les 3. Je lui ai dit que je n'avais jamais fait ça avant. Je suis entrée dans la maison et elle était là et il nous a présentés. On a discuté pendant quelques minutes et on est allé à l'étage. On a commencé à faire l'amour tous les 3 et ça a duré environ une demi-heure. Fred filmait d'abord Suzanne et Dawn ensemble avant de participer lui aussi aux ébats. Fred Andros pense que Suzanne et Dawn ont entamé une liaison et qu'elles se sont disputées. Mais Dawn réfute cette version des faits. Je n'ai jamais eu aucun contact avec Suzanne, à part quand Fred le voulait et qu'il organisait une rencontre. Et ça s'est toujours fait en sa présence. Je n'ai jamais eu d'autre contact d'aucune sorte avec elle, jamais.
Dawn nie aussi être impliquée dans le meurtre de Suzanne. Elle n'avait aucune raison de vouloir lui faire du mal. Elle était tellement calme, détendue, coopérative, qu'on s'est dit qu'elle n'avait peut-être rien à voir avec ce meurtre. Les enquêteurs découvrent que Dawn possède une arme de calibre 45, identique à celle qui a tué Suzanne Fassett. Elle possédait aussi un véhicule correspondant à celui qui avait quitté précipitamment la scène de crime. Mais les tests balistiques révèlent que les balles retrouvées par la police n'ont pas été tirées par l'arme de Dawn, car les stries ne correspondent pas. C'est comme si l'arme avait été trafiquée. C'est la première fois de ma carrière que je voyais ça. Les sillons à l'intérieur du canon avaient été totalement effacés. On ne pouvait faire aucune comparaison avec les projectiles retrouvés sur la scène de crime. Si Fred Andros ou Dawn Silvernell sont impliqués dans le meurtre de Suzanne, la police n'a toujours pas les moyens de le prouver. Dawn admet avoir eu des relations sexuelles avec Fred Andros et sa maîtresse en même temps, mais nie toute implication dans le meurtre de Suzanne Fassett. Au fur et à mesure de l'enregistrement de nouveaux témoignages, les policiers découvrent des pans entiers de la vie secrète de Suzanne Fassett. Car non seulement elle trompait son mari depuis 3 ans, mais elle se prêtait également à des étreintes à 3 avec une autre femme. Dans ces conditions, Dawn Silvernell, sa maîtresse occasionnelle, est-elle responsable de sa mort? Elle possède une arme de même calibre que celle qui a servi au meurtre. Mais des analyses balistiques l'ont pour l'instant disculpée. Quelques jours plus tard, ses voisins révèlent aux enquêteurs des faits déterminants qu'ils s'empressent de vérifier. Dawn et son mari s'entraînent souvent au tir derrière leur maison, en prenant les arbres pour cible. Les enquêteurs s'y rendent immédiatement pour retrouver des balles. Il fallait qu'on se dépêche de récupérer au moins une balle qui serait passée par ce canon avant qu'il soit trafiqué. Ils retrouvent une douzaine de balles. L'une d'entre elles a des stries caractéristiques à une extrémité. J'ai réussi à établir une correspondance entre les balles qui avaient tué Suzanne Fassett et l'arme de la suspecte. Le Ruger calibre 45 de Dawn Silvernell avait été utilisé dans ce meurtre. Dawn est confrontée à cette preuve. Elle a baissé la tête et a répété 3 fois « J'ai tiré sur cette pauvre femme ». J'ai baissé la vitre de ma voiture. Et quand elle a voulu attacher sa ceinture, j'ai sorti l'arme et j'ai tiré sur elle. Je l'ai tuée. Mais quel est le mobile du meurtre? Dawn Silvernell explique que Fred Andros voulait se venger parce que Suzanne avait mis fin à leur liaison. Fred Andros a un ego démesuré. Personne ne peut lui dire non, personne ne peut le quitter. Mais pourquoi Dawn Silvernell l'a-t-elle fait? Elle explique que Fred Andros lui a prêté plus de 10 000 € au cours des 20 dernières années. Pour effacer sa dette, il lui a ordonné de tuer Suzanne. Fred Andros ne lui a pas laissé le choix. Il a menacé toute ma famille et m'a dit que si je ne réglais pas son problème avec Suzanne, il pourrait arriver quelque chose de terrible à un membre de ma famille. Pour savoir si Dawn Silvernell dit la vérité, les enquêteurs utilisent un nouvel outil appelé WebTAS, un logiciel d'analyse de données. WebTAS signifie Web Enabled Temporal Analysis System. C'est un logiciel spécialement développé pour l'armée et le ministère de la Défense pour comparer des informations contenues dans différentes bases de données. Le logiciel réunit les informations provenant des téléphones portables, des pagers, des emails, des cartes de télépéage. Les enquêteurs peuvent comparer les données des 3 personnes impliquées dans cette affaire. Suzanne Fassett, Dawn Silvernell et Fred Andros. Dans la majorité des communications, c'était Fred qui contactait Dawn, ce qui nous indiquait que Fred n'était pas simplement l'élément moteur, mais plutôt qu'il préparait une véritable machination.
Les preuves corroborent la version de Dawn Silvernell. Les relevés indiquaient que dans les 15 ou 20 minutes après le meurtre de Suzanne, Dawn s'était arrêtée à une cabine publique et avait bipé Fred Andros pour lui signaler que c'était fait. Si on accepte la version de Fred selon laquelle Dawn a agi seule, poussée par ses propres motivations, son histoire ne tient pas debout. Elle se serait arrêtée et parmi tous les gens qui gravitent autour d'elle, c'est lui qu'elle aurait choisi de biper par hasard. La seule personne qu'elle devait prévenir, c'est celle qui était impliquée avec elle dans ce meurtre. Selon les directives de Fred Andros, Dawn Silvernell se rend à l'église méthodiste le soir de la répétition de la chorale. Elle se gare près de la voiture de Suzanne Fassett et attend. Quand Suzanne monte dans sa voiture pour rentrer chez elle, Dawn lui tire 5 fois dessus et part en trombe. Dawn dit aux enquêteurs qu'elle a laissé l'arme du crime et les fausses plaques d'immatriculation dans un endroit prévu à l'avance. 20 minutes après le meurtre, elle utilise un téléphone public pour laisser un message sur le pager de Fred Andros. C'était un signal pour le prévenir que Suzanne avait bien été tuée. Ensuite, son complice a récupéré les preuves et trafiqué l'arme avant de la rendre à Dawn. Personne ne sait pourquoi Suzanne a vu celui qui souhaitait sa mort peu de temps avant le drame, mais cette rencontre révèle toute la cruauté de Fred Andros. Il l'a regardée dans les yeux tout en sachant qu'elle serait morte d'ici 2 jours. Ça en dit long sur la personnalité de Fred Andros. C'était vraiment un être abject et mesquin. Il devait souffrir du complexe de Napoléon, à mon avis. Les enquêteurs s'apprêtent à arrêter Fred Andros. Le criminel les attend. Ils sont entrés dans la maison, ils ont grimpé l'escalier et là, il y a eu un coup de feu. Fred Andros vient de tenter de se suicider, mais il survit. Je suis content qu'il n'ait même pas été capable de faire ça. Il a seulement réussi à se mutiler le visage. Du coup, il a été arrêté et il ne pouvait plus éviter le procès. Il est jugé et déclaré coupable d'homicide et de complot. Il est condamné à 25 années d'incarcération. Il est mort d'une crise cardiaque après seulement quelques années de prison. Ça me fait plaisir qu'il soit mort en prison et maintenant il brûle en enfer. Dawn Silvernell a été jugée et reconnue coupable d'homicide. Elle a été condamnée à une peine de 18 années de prison. Crédule, naïve, elle est tombée amoureuse et elle y a cru pour finalement devenir une meurtrière. C'est une meurtrière qui a été condamnée. C'est quand même effrayant. Les gens me regardent comme si j'étais un monstre. Et peut-être que j'en suis un, je ne sais pas. Mais je suis un monstre qui a des remords et qui a de la peine pour les gens qu'elle a blessés quand j'ai laissé cet homme me manipuler pour faire ce que j'ai fait. Tout le monde a fait son travail et toutes les pistes ont été suivies méticuleusement. Chaque élément de preuve a été rassemblé et analysé. Et c'est vraiment satisfaisant quand à la fin, on arrive à finir le puzzle. Durant l'audience, de nombreuses personnes se sont interrogées pour savoir quels arguments un homme aussi banal que Fred Andros avait avancé pour séduire 2 mères de famille, apparemment sans histoire, puis comment il les avait convaincus de faire l'amour à 3 et de se laisser filmer pendant leurs ébats. Marié 4 fois, impliqué dans des cambriolages dès l'âge de 16 ans, Andros était de l'avis général un homme dangereux et manipulateur. Ayant prêté de fortes sommes à Dawn Silvernell, il la tenait sous sa coupe et exerçait sur elle un chantage odieux. Puisque Suzanne Fassett avait décidé de rompre afin de reprendre une vie normale avec son mari, Dawn devait la tuer. Dans cette sombre affaire, les 2 femmes furent les victimes conjointes d'un pervers sans scrupules. L'une a perdu la vie et l'autre
a passé 18 ans derrière les barreaux. Un garage s'embrase avec une telle violence que les pompiers sont impuissants. Et le cadavre d'un homme méconnaissable est retrouvé, pulvérisé, sous les roues d'un énorme camion. Lorsque les enquêteurs se rendent sur les lieux, quelques détails insolites attirent leur attention. Mais la veuve de la victime semble pressée d'incinérer les restes de son mari et d'organiser une cérémonie funéraire. Dès lors, les heures sont comptées afin que les cendres ne recouvrent pas définitivement la vérité. Le truck pulling est un sport américain peu connu. Il compte pourtant un nombre croissant de passionnés. Il faut tirer un poids plus important que ce que ces gros 4x4 peuvent normalement tirer. Et c'est parti! Vas-y, Kenny! Pour pratiquer ce sport, il faut donc très bien connaître la mécanique. Pour Harry Squire, un entrepreneur en bâtiment de 39 ans, préparer des 4x4 pour des compétitions est bien plus qu'un hobby, c'est une obsession. Pour assouvir sa passion, Harry a construit un garage de 213 mètres carrés dans sa propriété de la banlieue de Chicago. Harry était un fou de mécanique et apparemment il passait son temps à travailler sur son truck. Ce hobby n'est pas considéré comme dangereux jusqu'à ce 1er février 2008, lorsque la femme d'Harry appelle les secours. 911, Lake County Sheriff. I think my garage is on fire. I just heard some noise and I opened the door and it's all black smoke. And there's smoke coming from your garage? Should I go outside or what do I do? Wait outside where it's safe, okay? Une fois la fumée dissipée, les pompiers découvrent le corps sans vie d'Harry sous un 4x4. Apparemment, le 4x4 avait glissé du creek placé à l'avant et avait écrasé la victime. Une grande partie du corps est grièvement brûlée. Le 4x4 semble avoir glissé du creek alors qu'Harry était en train de démonter le filtre à gasoil en dessous. Le gasoil s'est répandu sur les vêtements d'Harry. Le 4x4 a brisé une baladeuse et une étincelle a enflammé le carburant. Ça ressemblait à une mort accidentelle. On a déjà vu des personnes mourir écrasées sous un véhicule qui a glissé d'un creek. Même si le corps est méconnaissable, on retrouve le permis de conduire d'Harry dans sa poche intérieure. On tient rarement compte du permis pour identifier quelqu'un. Ça arrive que des gens mentent sur leur permis de conduire. C'est pour ça que ces renseignements ne sont pas fiables. Le médecin légiste veut l'identifier de manière certaine en utilisant des méthodes scientifiques. Mais cela s'avère plus difficile que prévu. À cause de la gravité des brûlures sur le visage, les bras et les mains, on n'a pas trouvé d'empreinte digitale. On ne pouvait pas faire de reconnaissance faciale. La seule possibilité était donc le test ADN et dentaire. On s'est aperçu qu'Harry n'était pas allé chez un dentiste depuis presque 10 ans. Avant l'emploi de l'ADN dans les affaires criminelles, vers 1985, la comparaison odontologique était l'unique moyen d'identifier les cadavres carbonisés. Les dents étant en effet les os les plus durs du squelette, elles parviennent à résister à de très fortes chaleurs et peuvent être comparées aux dossiers dentaires conservés par les praticiens. Dans notre affaire, les experts mènent deux pistes en parallèle. Identifier le cadavre retrouvé dans les décombres du garage et déterminer si l'incendie est réellement accidentel ou s'il a été provoqué intentionnellement. Poursuivant dans cette voie, ils découvrent bientôt un élément suspect dans une armoire électrique. Quand on a examiné tous les disjoncteurs, on s'est aperçu qu'ils étaient tous coupés. Si les disjoncteurs étaient coupés, la baladeuse, qui a théoriquement déclenché l'incendie, n'était pas alimentée par le courant. Je me suis renseigné pour savoir si les pompiers les avaient coupés. Ils ont répondu qu'ils n'avaient pas du tout touché à l'armoire électrique. Harry travaillait sur le filtre à gasoil de son 4x4.
mais les tests permettent de détecter la présence d'un accélérant sur ses vêtements plus inflammable que le gasoil. Plusieurs éléments ont mis la puce à l'oreille de nos enquêteurs. Ça s'apparentait plus à un produit comme le gaz qu'on met dans les briquets. Les enquêteurs s'intéressent à la vie privée d'Harry. Des amis du couple leur disent que les Squire, qui n'avaient pas d'enfants, ne s'aimaient plus du tout après 14 ans de mariage. Ils ne dormaient pas dans le même lit. Quand je suis allé chez eux, j'ai vu que les 2 lits avaient servi cette nuit-là. Ce n'était pas vraiment un mariage uni, c'était tout à fait évident. Chose encore plus suspecte, Harry a une assurance vie d'une valeur de 3,5 millions d'euros et la femme d'Harry, Denise, en est l'unique bénéficiaire. Mais quand la police l'interroge, Denise prétend ne rien savoir au sujet de cette police d'assurance. On a alors cherché à savoir pourquoi elle ne connaissait pas ces détails au sujet de son mari. Elle entreprend alors d'envoyer au plus vite le corps d'Harry au crématorium, mais la police l'en empêche. L'incendie a eu lieu le samedi et elle a voulu récupérer le corps tout de suite. Je crois qu'elle a appelé le lundi ou le mardi pour réclamer le corps pour la crémation. Ça devenait de plus en plus clair qu'il s'agissait en fait d'un homicide maquillé en accident. Harry Squire travaillait sur le filtre à gasoil de son 4x4 au moment de son décès. Lorsque les enquêteurs reconstituent l'accident, ils découvrent que n'importe qui aurait pu relâcher le cric supportant le 4x4 et tuer la personne en dessous. Beaucoup de gens ont été surpris de voir qu'Harry n'utilisait pas de dispositif de sécurité quand il travaillait sous son véhicule. Un jour, l'inspecteur Morrison regarde une émission policière à la télévision. Et l'affaire dont il est question lui rappelle étrangement son enquête. L'affaire Madison Rutherford, elle s'est passée en Nouvelle-Angleterre. Je regarde l'émission, elle parle d'un cadavre, de l'incendie d'un 4x4. L'homme se fait passer pour mort et revient sous une autre identité. En regardant, j'ai trouvé qu'il y avait plein de points communs entre les deux affaires. Dans les deux cas, le montant de l'assurance vie est pratiquement identique. Madison Rutherford avait 2 assurances vie, une de 3,5 millions d'euros et une d'1,4 million. Harry en avait une de 3,5 millions d'euros et une autre de 700 000 euros. L'affaire Madison Rutherford a été résolue lorsqu'un odontologiste a prouvé que ce n'était pas Rutherford qui était mort dans l'incendie. Et quand les enquêteurs retrouvent son ancien dentiste, ils comprennent que c'est exactement ce qui s'est passé avec Harry Squire. On a passé quelques coups de fil et on a réussi à retrouver la trace du dentiste en Californie. Le dossier est si vieux qu'il ne contient aucune radio. Il a retrouvé une fiche concernant une dent et un certain type de plombage. Le dentiste l'a soigné pour un gros trou dans une molaire droite de la mâchoire inférieure. Et il a utilisé un très gros plombage argenté pour cette dent. Mais quand les enquêteurs examinent les dents de la victime, ils ne retrouvent pas le plombage en question. On a reçu un rapport disant que M. Squire s'était un jour cassé le bras. Un os brisé ne se soigne jamais complètement. Alors, on a pris des radios de son bras, celui qu'on nous avait signalé comme cassé, et on n'a pas constaté la moindre trace de fracture. Le cadavre couvert de brûlures n'était pas celui d'Harry Squire. Si ce n'est pas Harry Squire, qui est-ce et pourquoi il s'est trouvé là? Après le doute, une certitude s'installe dans l'esprit des experts. Le cadavre retrouvé dans le garage incendié n'est pas celui d'Harry Squire. Les soins dentaires qui lui furent autrefois prodigués sont invisibles sur les dents de la dépouille. Et par ailleurs, aucune trace de fracture du bras n'est décelable sur les radiographies. Mais s'il ne s'agit pas de Squire, de qui s'agit-il? Une nouvelle piste s'ouvre opportunément aux enquêteurs lorsque 24 heures après le drame, une femme leur signale une disparition. Une femme a appelé la police pour l'alerter de la disparition de son fils de 20 ans, Justin Newman.
Il travaille dans un magasin de bricolage des environs et on ne l'a pas revu depuis le jour de l'incendie. Justin m'a dit qu'il rencontrait un homme très souvent au magasin. Cet homme lui a proposé de gagner plus d'argent et Justin lui a répondu que ça l'intéressait. Justin a dit à sa mère que cet homme s'appelait Harry Squire et qu'il allait travailler chez Harry. Il devait rencontrer Harry Squire le 23 février, le même jour où on a retrouvé ce corps et où Harry Squire devait passer pour mort. Il m'a dit « Maman, il m'a proposé 10 € de l'heure et tu sais qu'on a besoin de cet argent. » Le lendemain de la disparition de Justin, sa mère reçoit un message sur son téléphone portable. Il disait « Maman, je suis partie travailler dans le Missouri. Je t'appelle la semaine prochaine. » La mère de Justin trouve ça très étrange. Justin n'envoie pas de texto. Ce n'est pas son genre. Il aurait pris un téléphone et il m'aurait appelé. Il n'aurait jamais envoyé de texto. Il aurait simplement appelé. Il y a une autre chose curieuse. Cet homme disparaît exactement le jour même où a lieu le meurtre chez Harry Squire. Les enquêteurs décident donc de réexaminer le cadavre calciné. Justin mesurait 1,70 m pour 63 kg, à peu près le poids et la taille d'Harry Squire. Les scientifiques comparent l'échantillon d'ADN prélevé sur la brosse à dents de Justin avec celui de la victime. Ils prélèvent également un échantillon d'ADN de sa mère. Quand ils sont venus chez moi pour le prélèvement, je lui ai dit « C'est mon fils qui est à la morgue, c'est ça ?» Elle m'a répondu que non et qu'il faisait ça systématiquement. Je lui ai dit qu'elle arrête de me baratiner parce que j'ai su que c'était mon fils dès le moment où je les ai vus arriver. Quand on a reçu les résultats des tests ADN, on a enfin pu identifier le cadavre. C'était effectivement Justin Newman. La police émet un avis de recherche pour la voiture de Justin Newman qui a disparu. Elle pense qu'en retrouvant la voiture de Newman, elle retrouvera aussi Harry Squire. Le lendemain de l'incendie criminel qui a tué Justin Newman, Dennis Squire a reçu un email de son mari, Harry. Mon testament et mes lettres sont dans mon classeur à gauche de mon bureau. Ils sont dans une enveloppe prioritaire à ton nom. 3 jours après l'incendie, elle reçoit un autre email provenant du compte d'email d'Harry. Quand récupères-tu mes cendres? Où as-tu l'intention de les disperser? As-tu besoin de quelque chose? Merci Denise, ton Harry qui t'aime. Je crois qu'il essayait simplement de savoir où en était notre enquête. Comment ils s'en sortent? Est-ce qu'ils nous ont cru? Denise nie toute implication dans le meurtre de Justin Newman et prétend ne pas savoir où se trouve son mari. Mais les déclarations d'un autre employé du magasin de bricolage vont totalement bouleverser l'enquête. Un collègue de Justin est venu voir les policiers pour leur dire qu'il connaissait Harry Squire et qu'il traînait tout le temps au magasin. C'était très étrange. Harry lui avait aussi proposé de travailler pour lui. Justin n'était pas la cible principale. Harry avait repéré un autre employé du magasin de bricolage plus proche de son âge et de son apparence physique. Il s'appelle Sandy Lively et sa ressemblance avec Harry Squire est frappante. C'est un scénario terrifiant. C'est le chasseur et moi, je suis la proie. C'est exactement ce que j'ai compris. Il m'avait pris en chasse. C'est comme ça que j'ai ressenti les choses. Il ne savait pas que c'était une victime potentielle. Il n'en avait aucune idée jusqu'à ce qu'on lui montre ses photos. Et c'était effrayant, c'était vraiment effrayant. Curieusement, Harry, qui jusqu'ici ne portait pas la barbe, s'en était laissé pousser une quelques semaines avant le meurtre. Harry tente de ressembler de plus en plus à Sandy Lively. Et en se laissant pousser la barbe, ils finissent par se ressembler comme des jumeaux. Lorsque Sandy accepte de venir bricoler chez Harry, ce dernier lui demande de remplir un formulaire extraordinairement détaillé. Je n'ai jamais vu un formulaire qui me demandait si j'avais un tatouage et ce qu'il représentait. Il me demandait aussi si j'avais des piercings quelque part. Je ne vois pas ce que le fait d'avoir des piercings aurait changé pour faire de la charpenterie. Sandy finit par accepter de venir chez Harry. Heureusement pour Sandy, ce rendez-vous n'aura jamais lieu. Je devais aller chez Harry le dimanche matin.
Mais la nuit précédente, on a organisé une fête pour les 10 ans de ma fille et j'ai très mal dormi. Alors je me suis réveillé trop tard. Les enquêteurs pensent que quelques heures plus tard, le même jour, Harry a fini par s'impatienter et a appelé la victime de substitution, Justin Newman. Justin croit qu'il est venu pour travailler. Il faudra en couper une de la même longueur. Les enquêteurs pensent qu'Harry a utilisé du chloroforme, car il n'y avait pas de traces de lutte sur le corps. Harry déshabille Justin et lui enfile ses propres vêtements et chaussures. Il installe Justin sous le 4x4. Ensuite, il actionne le cric hydraulique avant de le laisser retomber, ce qui tue Justin sur le coup. Pour empêcher l'identification du cadavre, Harry l'arrose de gasoil, en plus de celui provenant du filtre. Puis il utilise un accélérant plus inflammable pour déclencher l'incendie. Il veut faire croire que le 4x4 a écrasé la baladeuse et provoqué l'étincelle à l'origine de l'incendie. Mais ce n'est pas ce qui a déclenché l'incendie. Les disjoncteurs étaient coupés et de ce fait, la baladeuse ne pouvait pas produire d'étincelle. Il a probablement utilisé une allumette. De plus, la quantité et la composition du carburant retrouvé sur le cadavre ne correspondent pas à celle d'un filtre à gasoil. Apparemment, Harry ignorait que le feu ne détruit pas tout. La dentition de Justin a permis de découvrir son identité. Je crois qu'il avait prévu quelque chose pour moi, mais ce jour-là, j'ai chamboulé ses plans. J'y pense tous les jours. Tous les jours. Parfois, toute la journée. Ça vient et ça part. Toute cette histoire avec Justin, je ne sais pas ce qui se serait passé si j'étais allé chez lui. Un fait est maintenant établi. Harry Squire a tenté de simuler sa mort en assassinant le jeune Justin Newman et en plaçant son cadavre à la place qu'il aurait pu occuper sous son camion dans le but d'escroquer sa compagnie d'assurance à hauteur de 3,5 millions d'euros. Mais Squire a naturellement disparu. Et en dehors de son épouse, qui est vraisemblablement complice, personne ne sait où il se cache. Les enquêteurs pensent que c'est l'argent qui a poussé Harry Squire à mettre en scène cet incendie et à simuler sa propre mort. Il allait avoir 40 ans et il ne pouvait plus payer les primes mensuelles de son assurance vie. Et elles allaient bientôt augmenter. Les primes d'assurance étaient de 1 500 € par an, mais elles n'allaient pas tarder à passer à 9 500 €. Et il était complètement sec, il n'avait pas cet argent. Les enquêteurs découvrent également que la société de construction d'Harry Squire est au bord de la faillite. À cette époque, la bulle immobilière avait explosé. Les gens commençaient à renoncer à leurs projets. Il n'y avait plus de travail. Son projet en Floride, un immeuble de 33 appartements, était un échec et il était en faillite. Il avait de grosses difficultés financières. Pour simuler sa propre mort, Harry Squire devait trouver quelqu'un qui lui ressemblait par la taille, le poids et l'apparence physique. Il m'a donné son numéro et il a pris le mien. Il m'a appelé tous les jours et il s'arrêtait tous les jours. Il était très persévérant. Frustré de ne pas voir Sandy venir à son rendez-vous, Harry se tourne vers son remplaçant, Justin Newman. Et l'examen de l'ADN a démontré que c'est bien Justin qui a été tué dans l'incendie criminel. Je ne me suis jamais sentie aussi mal de toute ma vie. C'était aussi mon meilleur ami. Et maintenant, encore aujourd'hui, je n'arrive pas à croire qu'il n'est plus là. Il était toujours gai. Rien ne le dérangeait jamais. C'était un travailleur, mais il aimait aussi s'amuser. C'était un type bien.
La police pense qu'Harry s'est enfui dans le Missouri, car c'est là qu'il a dit se trouver dans le message qu'il a envoyé à la mère de Justin. La police du Missouri se met donc à la recherche de la voiture de sport rouge de Justin Newman. 9 jours après l'incendie, un agent de police la découvre sur le parking d'un motel. Ce motel n'est pas un endroit très bien fréquenté, c'est plutôt un établissement bon marché. Selon le réceptionniste du motel, c'est bien Harry Squire qui loue la chambre. Il est là aujourd'hui? Mais la chambre était au nom de Justin Newman. Le policier décide d'entrer sans attendre des renforts, même s'il sait qu'Harry est sur ses gardes et très certainement armé. Police! Avant de franchir la porte, il a entendu un coup de feu. Il est entré, il y avait un corps et à côté une arme à feu. La victime s'est fait passer pour Justin Newman. Elle a les yeux et les cheveux de la même couleur que lui. Malgré cette tentative de déguisement, le test ADN confirme que cet homme est Harry Squire. Il savait qu'il était au fond du gouffre. Il s'est suicidé parce qu'il savait qu'il irait en prison pour le restant de ses jours. Il ne supportait pas l'idée de se retrouver derrière des barreaux pendant le restant de sa vie. Avec son caractère égocentrique, narcissique, il ne pouvait pas revenir, faire face aux accusations et reconnaître ce qu'il avait fait. Donna Fiorito a entamé des poursuites au civil contre Denise Squire pour la mort de son fils Justin et un jury lui a accordé 4 millions d'euros de dommages et intérêts. Je n'arrive pas à croire qu'il n'est plus là. Harry Squire et sa femme ont toujours eu de l'argent, mais ça ne leur suffisait pas. Il a fallu qu'il tue un jeune homme qui avait toute la vie devant lui. Une enquête criminelle sur l'implication éventuelle de Denise Squire dans ce crime est en cours. L'affaire n'est pas encore terminée. Il y a toujours des éléments sur lesquels on continue d'enquêter. L'avocat de Denise nie toute implication de sa part. Elle ne savait rien de ce projet. Elle ne savait rien de ce plan. Elle ne savait rien de ce Newman qui est décédé. Pourtant, les emails échangés entre Harry et Denise Squire après l'incendie laissent peu de doute dans l'esprit des enquêteurs. Denise ne pouvait être qu'impliquée parce que la compagnie d'assurance devait bien donner les 3,5 millions d'euros à quelqu'un. À qui allait-elle les donner? À Denise, évidemment. Et pour qu'Harry puisse obtenir quelque chose, il fallait que sa femme soit impliquée. Harry Squire a passé 7 mois à planifier son meurtre. Mais les scientifiques ont finalement eu le dernier mot et ont découvert la vérité. C'est écœurant. C'était quelqu'un d'écœurant. C'était à moins que rien. Une espèce de lâche qui a choisi la fuite après avoir tué un jeune homme de 20 ans qui avait toute la vie devant lui. Dans cette affaire, la médecine légale a fait son travail. Les expertises dentaires judiciaires ont été très efficaces. Je n'ai jamais vu une affaire aussi tortueuse et qui allait dans autant de directions. C'était vraiment étrange. On ne peut pas tromper la science, par définition. C'est la science et elle a fait ses preuves. Ces conclusions peuvent être vérifiées à tout moment. Et elles sont reconnues par tous. Dans l'affaire que nous venons d'évoquer, Harry Squire avait longuement prémédité son crime. Son stratagème consistait à ressembler le plus possible à sa future victime afin de tromper les experts. Dans ce but, il s'était laissé pousser la barbe et avait même fait l'acquisition de lentilles de contact bleues et d'une perruque. Sandy Lively ayant fait défection, Squire décida d'utiliser Justin Newman à la dernière minute pour endosser son rôle. Et nous connaissons malheureusement la suite. Une décision du juge a néanmoins scandalisé la partie civile. Car bien que la complicité active de Denise Squire dans le complot eût été prouvée, le juge l'exempta de la moindre peine. L'escroquerie à l'assurance vie est une pratique sans doute aussi ancienne que l'assurance vie elle-même. Et nombreux sont les cas où des individus ont mis en scène leur mort dans le but de percevoir indûment des primes. Ainsi, par exemple, John Darwin, en 2002,
un employé de banque criblé de dettes, simula la mort de sa femme par noyade, et bien que son corps ne fût pas retrouvé, toucha le montant de l'assurance qu'elle avait souscrite en sa faveur. Alors après avoir vécu clandestinement pendant 2 ans, le couple prit la fuite. Tandis que sa femme se cachait à Chypre, John Darwin gagna le Panama. La cupidité perdit les escrocs. Ils furent arrêtés, condamnés à 6 ans de prison en 2007, tandis qu'ils tentaient de revendre leur maison en Angleterre. Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.